historien de la pensée économique. Ça veut dire en fait que concrètement j'ai fait des études d'économie, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie comme simple étudiant en économie. Et je me suis ensuite orienté vers cette spécialisation qui est l'histoire de la pensée économique et qui est une spécialisation assez particulière dans le sens où faire l'histoire de la pensée économique, c'est quelque part arrêter partiellement d'être un économiste pour disons, ne plus avoir un discours sur l'économie, en économie, mais avoir un discours qui porte sur l'économie en tant que discipline, de laquelle il faut donc un peu s'extraire pour en fait en faire son sujet d'étude. Quand j'étais encore chercheur dans un laboratoire d'économie de CY, qui est le laboratoire TEMA, certains de mes collègues me faisaient remarquer que parfois quand je parlais des économistes, je disais vous ou eux, alors que normalement je suis un chercheur en section 5 en économie, donc voilà, je devrais être un économiste. Mais à partir du moment où je me mets à avoir un discours sur ma discipline, sur les discours économiques, sur les savoirs économiques, je change quelque peu de casquette et en un certain sens, je deviens historien. Et c'est particulièrement le cas parce que mon approche de l'histoire de la pensée économique est très influencée par l'histoire intellectuelle, mais aussi par l'histoire des sciences, ainsi que, d'une certaine manière, par la sociologie des sciences. Et donc, mon premier terrain de recherche, c'était l'étude, au cours du XXe siècle, de l'usage par les économistes du langage visuel, c'est-à-dire les diagrammes, les tableaux, et même dans ma recherche ultérieure, je me suis intéressé à l'usage de la photographie, par exemple, à l'époque de Roosevelt, dans un but qui est à la fois de créer du savoir économique, mais aussi un but propagandiste. Je pense très précisément à des photographies que tout un chacun connaît, comme par exemple la mère migrante de Dorothy Lange, par exemple. C'était le genre de choses que j'ai faites, et c'est pas, comme c'est pas un sujet très traditionnel, un sujet traditionnel en histoire de la pensée économique, ce serait reconsidérer la théorie de la valeur chez David Ricardo, par exemple, où là, en fait, on se plonge dans des textes d'économie et on a une analyse textuelle sur des textes qui peut être elle-même considérée comme une forme de théorisation économique. Moi, à partir du moment où je m'intéressais en premier lieu à la façon dont les économistes ont utilisé des outils, cette analyse textuelle, elle ne fonctionnait pas du tout. Et donc, c'est pour cette raison-là que la seule manière dont je pouvais raconter quelque chose, c'était de replacer cette étude dans un contexte qui soit un contexte social, culturel, politique, scientifique, dans une période donnée. Donc ça, voilà, ça c'est ce que je fais en général. Après, sur les thèmes sur lesquels j'ai appliqué cette méthodologie, qui est basée sur des lectures, comme tout un chacun, mais aussi parfois sur un travail d'archives, des archives qui peuvent être individuelles ou des archives collectives, institutionnelles. Et, donc ce travail, il m'a fait m'intéresser à l'histoire de l'éducation économique, à l'histoire des manuels en économie, et plus récemment à la relation qui existe entre la discipline économique et l'ingénierie. Et donc ça, c'est le travail qui a donné lieu à un ouvrage collectif récemment publié avec un collègue brésilien, Pedro Duarte. Et donc ça, c'est mon dernier travail en date. Par contre, je continue toujours à écrire sur l'histoire de la visualisation et parfois en sortant du cadre simple de l'économie, mais en m'intéressant d'une manière générale à la visualisation dans les sciences sociales, mais aussi à la présence de savoir économique, par exemple, dans les musées. Voilà, j'ai un article récent sur ce sujet avec un collègue, Loïc Charles. On s'intéresse vraiment à la manière dont, dans l'entre-deux-guerres, des gens ont voulu créer des musées des sciences sociales qui incluaient, parmi d'autres éléments, du savoir économique, des statistiques visuelles. Donc voilà, c'est le type de travaux que je fais et c'est mon domaine de recherche.
Quand en général j'explique aux gens comment je fais ce que je fais en fait comme recherche, je me qualifie pas nécessairement toujours d'historien de la pensée économique. Je vais dire que je suis historien de la pensée économique, mais aussi historien des sciences sociales, parce que c'est effectivement ce que je fais. Je ne m'intéresse pas à l'économie en séparation des autres sciences sociales, mais vraiment à l'économie en relation avec les autres sciences sociales, pour la simple raison que la discipline économique, c'est une discipline extrêmement récente, et que sa séparation des autres sciences sociales, sa séparation de la sociologie, de ce qui aujourd'hui serait la psychologie, et même d'une certaine manière de l'histoire, est extrêmement récente. En fait, ça date de la moitié du XXe siècle, et dans certains pays comme la France, l'émancipation de l'économie des autres disciplines, c'est très récent. En France, ça devient vraiment généralisé dans les années 70-80. Donc en fait, on parle d'une discipline qui est très récente, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me désigne moi-même comme un historien des sciences, et un historien des sciences sociales en particulier, autant qu'un historien de l'économie. Quand il s'agit de me présenter aussi comme quelqu'un qui est spécialiste en méthodologie économique ou en philosophie économique, c'est parce que tous ces éléments sont liés. En fait, à partir du moment où on étudie une méthode économique dans le passé, on a forcément un discours sur la manière dont la méthodologie a changé en économie, la manière dont un type de discours ou un type d'outil peut être totalement pertinent aujourd'hui pour certaines raisons historiques, mais n'aurait pas été vu comme tel, je ne sais pas, en 1920, en 1910, et évidemment a fortiori à la fin du XVIIIe siècle. La relation qu'il y a de manière générale entre la recherche et l'enseignement à l'université est toujours complexe. Nous sommes tous rémunérés en gros pour des activités d'enseignant-chercheur, mais nos activités d'enseignement, elles sont précisément contractualisées. Pour cette raison-là, il est évident que même si on peut voir les deux activités comme complémentaires, il existera toujours des moments dans notre vie de chercheur dans lesquels elles peuvent s'opposer. Il y a des périodes de l'année, je pense, la plupart des enseignants-chercheurs consacrent quasi exclusivement à leur enseignement, en particulier lorsqu'ils se trouvent dans des situations dans lesquelles ils vont préparer un enseignement qui est complètement nouveau. Et donc forcément, en raison de cela, il va falloir consacrer parfois des périodes complètes qui peuvent être normalement, qui auraient dû être des périodes de vacances ou des week-ends à la recherche. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je fonctionne énormément à la date limite, à la deadline. Le meilleur moyen pour faire progresser un agenda de recherche, c'est de participer à des colloques, voire de les organiser par exemple, de sorte d'avoir des impératifs de soumission de papier et de faire ainsi avancer le travail. Donc ça veut dire que forcément vous avez toujours des moments où votre activité de chercheur elle patine un peu, où vous n'en faites pas autant que peut-être vous devriez, et puis il va y avoir d'autres moments qui sont quasi exclusivement consacrés à ça, où on peut y passer des bouts de nuit, des semaines entières, etc. Alors maintenant, ça c'est sur un plan purement organisationnel. Sur le fond, il est de plus en plus difficile, je pense aujourd'hui, de vraiment articuler recherche et enseignement à un niveau licence. Et ce, pour une raison qui me semble assez simple, c'est que la plupart des savoirs universitaires, je n'emploie pas le mot scientifique, mais on pourrait dire académique, la plupart des savoirs académiques aujourd'hui sont de plus en plus spécialisés. Et même lorsqu'on a une spécialisation, même lorsqu'on entre par exemple en licence d'économie, pendant les premières années, l'enseignement est réellement général en fait. Il peut aussi parfois être en décalage avec le monde de la recherche. Pour donner un exemple, celui que je connais le mieux, qui est celui de l'économie, aujourd'hui l'économie elle a connu un tournant qui est un tournant empirique,
C'est-à-dire que beaucoup des travaux qui se publient bien en économie et beaucoup de chercheurs font en réalité des études statistiques, économétriques, avec des outils qui sont, disons, de plus en plus fins. Mais l'enseignement de l'économie en première et deuxième année, c'est de l'enseignement théorique. En fait, ce que l'on enseigne, c'est la théorie économique. Or, la théorie économique, dans ce sens-là, dans le sens de ce qu'on enseigne dans les 2 premières années, dans la vie du chercheur, elle est de plus en plus en arrière-plan, puisque le travail, lui, il est plutôt d'ordre empirique. La hauteur scientifique, elle permet d'avoir du recul et parfois de faire un cours qui puisse être pédagogique. Je pense que souvent, paradoxalement, c'est les gens qui font les choses les plus compliquées en recherche qui peuvent être les plus pédagogiques dans les premières années à l'université parce qu'ils ont ce recul en fait nécessaire. Le lien avec la recherche, il est beaucoup plus facile à faire quand on enseigne dans des masters. En ce qui me concerne, paradoxalement, quand j'étais dans un UFR d'économie et dans un laboratoire d'économie, je n'enseignais pas en master. Et maintenant que je suis employé par l'UFR et l'UI et que je suis au laboratoire Agora, paradoxalement, certains masters, notamment le master d'études internationales et européennes, me permettent en fait de me raccrocher à des sujets de recherche. Qui sont les miens. Par exemple, lorsque je donne dans le cadre de ce master un cours sur la ville, je parle du tournant néolibéral dans la ville et c'est très très proche de ce qui m'intéresse en termes de recherche. Et comme j'ai aussi beaucoup d'intérêt, y compris dans mon travail de recherche, pour l'ingénierie, l'architecture, la planification et son histoire, eh bien, c'est des choses que je réutilise dans les cours de master. Quand j'enseigne dans le master Political Ideas in the Digital Age, là, encore plus clairement, le cours que je donne sur la relation entre les idées politiques et les développements scientifiques, notamment la question de la quantification et comment elle gouverne les individus, là, on est très très proche finalement du type d'histoire de la pensée économique qui m'intéresse. Et donc là, il y a une vraie synergie qui s'effectue entre ma recherche et mon enseignement. Et c'est intéressant de voir que ça se passe pas en fait à l'UFR d'économie, mais que ça se passe à l'UFR LEI, ce qui est un peu normal puisque au fond l'histoire, il y a une place importante, y compris l'histoire des savoirs scientifiques et des savoirs économiques. Oui, j'utilise les 2 types de sources et qu'effectivement, je pense qu'au fil du temps, on utilise de plus en plus de sources numériques et on gagne aussi beaucoup plus de temps. Ce qui n'est pas digitalisé ou ce qui est insuffisamment digitalisé aujourd'hui, ça reste quand même les archives. Et même s'il y a des archives qui sont digitalisées, il faut quand même faire des voyages de recherche, et surtout pour moi en fait qui travaille sur des archives nord-américaines, eh bien ça veut dire qu'il faut prévoir de temps en temps 1 semaine, 10 jours de voyage aux États-Unis pour aller ouvrir des boîtes.